qui était un groupe qui centrait leurs recherches autour de l'art optico-cinétique, art qu'on verra un peu plus bas dans l'exposition. Ici, on pourrait croire qu'on est face à plusieurs formes. En réalité, vous n'avez que des panneaux d'acier poli en forme de carré qui vont donc être mis les uns dans les autres et venir former des pyramides, des losanges, des triangles. Mais en réalité, vous n'avez que du carré. On n'est pas sur du miroir, on est sur donc, de l'acier qui est poli, ce qui ne va pas être la même réflexion que le miroir. Ici, on est face à un artiste qui a l'habitude de faire activer ses œuvres par le visiteur, que ce soit à la main, et en l'occurrence ici c'est par votre déambulation autour. En fait, quand vous allez tourner autour, l'œuvre va s'activer et elle va jouer avec votre perception du lieu et de votre propre image, puisque à certains endroits, vous allez pouvoir la regarder et votre tête va aller d'un côté et en fait la réflexion, elle va aller de l'autre. Ça va également jouer sur vos perceptions, puisque on va avoir des endroits où on a de la profondeur et d'autres où en fait avec le jeu de reflets on va croire qu'on est sur une profondeur mais en fait vous êtes face à un reflet de l'espace qui vous entoure. Je vous invite à faire un petit tour puisque l'artiste l'appelle lui-même la touche Van Gogh. C'est une touche d'empattement qu'il faisait en minuscule Van Gogh et que Bertrand Lallier est venu décupler. Ici on est sur un piano qui est toujours fonctionnel. On ne l'utilise plus puisqu'à partir du moment où on le peint, où l'artiste a mis sa patte, ça devient un objet d'art. On ne peut plus le toucher, mais en réalité, on pourrait toujours jouer du piano dessus. On ne l'accorde pas non plus, donc le son est horrible, mais il est toujours utilitaire. On a un artiste qui va donc dater son chantier. En fait, il ne parle pas de série, il parle de chantier, puisque c'est un artiste qui va revenir travailler avec le mouvement du light and space, qui va donc impliquer l'œuvre d'art dans un espace et interagir avec cet espace. Ça passait notamment par des jeux de lumière, c'est pour ça que les artistes du mouvement du Light and Space faisaient des grandes ouvertures dans leur lieu d'exposition dans le mur pour que la lumière naturelle interagisse avec l'œuvre. Circle Blue Green, elle fait partie de ces types d'œuvres, puisque selon la luminosité, elle va tendre vers du vert ou vers du bleu. Des thèmes de l'angoisse, de la peur, du malaise, de la mort. C'est très mortifère et cette œuvre n'y échappe pas. Tous les objets, les couleurs également utilisées sont réfléchis pour vous mettre dans une ambiance et dans se rapprocher de ces sentiments-là. En fait, il va utiliser ce qu'on appelle des psycho-objets qui vont vous renvoyer à des références psychologiques que vous avez peut-être vécues ou dans un imaginaire. Par exemple, le blanc, c'est cette idée de la stérilité, de l'hôpital, l'hospitalisation, le rouge, de la signalétique du danger du sang directement. Et tous les objets que vous avez en fait renvoient à cette idée. Par exemple, vous allez avoir 3 objets avec du gravier, la porte qui se trouve ici, le pot à parapluie et la boîte à pharmacie qui est là. Les graviers sont issus de graviers. L'éducation doit sortir de la caverne, donc sortir de ce qu'ils connaissent pour se confronter à ce monde des idées qui est quelque chose de l'inconnu, ou est-ce qu'ils doivent rester dans ce cocon mouillé, chaud, d'une connaissance est-ce qu'on se confronte ou non à l'inconnu? Ce qui est en fait une question qui régit l'humanité, puisque l'inconnu, on l'a subi tous. On ne sait jamais vraiment, même si on prépare des choses, on ne sait jamais comment demain va se passer, mais pour autant on continue d'avancer, on continue notre chemin. Ce sont bien les couleurs qu'il a pu voir à travers la faune et la flore de l'eau, puisque en fait, c'est toutes les couleurs qu'on va retrouver dans les racines. Vous avez, on voit, on a le bleu du ciel de Provence, vous avez le côté ocre marronné de la terre des vignes, le bordeaux du vin, toutes les couleurs qu'il a pu les retrouver. On a aussi cette impression c'est comme ça, en fait, il voulait capturer l'énergie, l'électricité, la lumière physique directement. Et c'est ce qu'il va réussir à faire avec cette télé-lumière. Ici, on est sur face à une œuvre qui a plus d'une quarantaine d'années, 42 ans à peu près, et qui est réalisée avec des pièces qui ont daté du 19e siècle, certaines. On est malheureusement sur une œuvre qui, au fur et à mesure, nous lâche morceau par morceau, et on n'a pas les personnes habilitées pour réparer. Il faut s'imaginer qu'au départ, vous n'aviez pas un bouillement d'énergie comme on pourrait s'imaginer avec Frankenstein, par exemple, au moment où vous avez l'électricité, mais vous aviez ce bruit qui était plus important, on avait plus de lumière, on ressentait l'énergie directement,
Maintenant, on n'a que cette branche, enfin cette lampe à 3 branches, la petite lampe rouge en haut, et celle-ci qui s'allume quelques secondes après l'activation. Pour l'information, elle ne s'allume, ça fait que 4 mois maintenant qu'elle s'allume. On a eu des grosses chaleurs. Donc, je ne vais pas aller le regarder comme ça, même si je là, il va casser le pied, mais en fait, c'est la représentation de 3 gamins. On va revenir sur ces personnages. Vous voyez, ils ont là, il y a 2 arbres qui viennent pousser. C'est comme cette idée de on met une graine et la graine, elle vient germer. Cette graine, c'est la propagande. Et si vous regardez bien, cet arbre permet à la représentation d'une personne juive de venir manger non plus ce qui est un arbre chez ces 2 personnes, mais ce qui est une fleur. Est-ce que vous avez une idée de quelle fleur ça pourrait être? C'est une fleur avec une forte symbolique. Pendant la Première Guerre mondiale, on n'a pas pu rapatrier tous les corps, on les a incinérés sur place, et de ces cendres ont poussé une